Alors, on va commencer cette deuxième table ronde, qui est une table ronde qui d'ailleurs n'a rien de rond, elle est rectangulaire en fait. C'est une table ronde sur le sujet, un sujet quand même qui est dans tous les esprits. L'Occident est-il fini ? Ça fait référence évidemment au livre de Spengler du début du XXe siècle qui s'appelait « Le déclin de l'Occident ». Occident, vous savez que ça vient du latin « occidere » qui a donné le mot « oxyre », c'est-à-dire « tuer ». D'ailleurs, dans l'Égypte ancienne, la rive des morts, là où il y a la vallée des rois, la vallée des reines, la rive des morts, c'est la rive occidentale, justement là où le soleil se couche. Alors nous, à notre époque, la question c'est de savoir est-ce que cet Occident dont nous sommes issus va-t-il dépérir, va-t-il mourir ? Je crois que je vais divulgacher. Vous savez, divulgacher, c'est le mot inventé par, je crois, l'Académie française, au lieu de spoiler. Voilà, je vais divulgacher un peu ce que va dire, je crois, Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il fera la différence entre l'Occident et l'Europe. C'est pas la même chose. Mais disons, l'Europe menée par les États-Unis d'Amérique est en train d'être sacrément concurrencée en ce moment. Et vous le savez, dans tous les domaines, en particulier, notamment, par la montée en puissance des BRICS, mais aussi par le fait que le modèle occidental finit par susciter beaucoup plus de révulsion que d'attirance, que ce soit sur la woke culture, LGBT culture, etc. Il y a beaucoup de zones du monde où ça ne passe pas du tout. Amérique latine, Afrique, Moyen-Orient, Asie. Et donc c'est de ça qu'on voudrait vous parler maintenant. Alors, autour de cette table, il y a un certain nombre de personnalités de ce matin que je ne vais pas vous représenter, puisque vous les aviez entendus dans leurs œuvres. En revanche, je voudrais présenter les trois nouveaux venus. Donc, Adnan Ben Abdessalam, qui est franco-tunisien, qui est mathématicien universitaire, qui travaille à la Sorbonne, mais qui va régulièrement en Tunisie et qui va nous parler un peu du regard que portent les Tunisiens, la Tunisie, sur la France, sur l'Union européenne, sachant que la Tunisie a été un pays extrêmement proche des Français, de la France, et il est sans doute toujours encore un peu au niveau des populations, mais au niveau des gouvernements, et jamais depuis, je crois, de très très long. Je ne sais même pas s'ils est arrivé, si on remonte jusqu'à la Régence de Tunis, jamais les relations franco-tunisiennes n'ont été aussi mauvaises qu'en ce moment, et donc Adnan va nous en parler. Avec nous parler aussi des suites de la révolution de Jasmin, ce que c'est devenu que la Tunisie. J'ai également le plaisir de vous présenter, certains d'entre vous le connaissent, il est déjà venu, c'est un habitué des universités de l'UPR, c'est un esprit brillant qui est diplômé de Cambridge ? Oxford. S'il vous plaît, pardon, excusez-moi. C'est très mal parti. C'est déjà mal parti, c'est ce qu'il m'a dit. C'est John Lockeland qui s'est rendu célèbre par toute une série de choses. Notamment, il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle, en anglais, The Tainted Sources, les sources empoisonnées de la construction européenne, qui a été traduit en français sous le titre La liberté des nations, qui est un livre vraiment formidable, était un des premiers à aller chercher les origines de la construction européenne et qui sont assez peu reluisantes. Et donc, John est un universitaire qui a été très favorable au Brexit et qui est très critique sur les évolutions actuelles de son pays natal, mais il vit en France depuis longtemps, il parle un français admirable, et c'est la raison pour laquelle il a demandé la nationalité française qui lui a été refusée. Voilà. Parce que, paraît-il, il a fait des écrits ou je sais pas quoi, un peu pas assez défavorable à la Russie. Voilà. En gros, je résume. Alors, ensuite, à sa droite, il y a Charles d'Anjou, qui est le président fondateur de Omerta TV, dont l'objectif est de prendre la place de TV Liberté. Donc c'est pas la mienne, ça me va. C'est un nouveau, ça viendra. C'est un nouveau venu. C'est un nouveau venu. Charles qui a créé ça il y a quelques mois en fait. Vous avez déjà plus de 110 000 abonnés.
qui m'a reçu. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir incessamment sous peu, et qui a créé également un magazine qui s'appelle Omerta, qui essaie d'avoir aussi un peu de presse-papier sur le sujet. Voilà. Charles d'Anjou, alors je le dis à chaque fois parce que c'est lui qui... Comment ? À chaque fois, je le dis, notamment parce que je sais qu'il y a des gens qui viennent d'Angers. Il semblerait que par un fils adultérin, il remonte au roi René d'Anjou, et donc va installer ensuite, si j'ai bien compris, au comte Avenessin, puis en Seine-Maritime. Enfin, toute une histoire très compliquée à partir du XVIIIe siècle. Voilà. Et donc Charles d'Anjou, il a des revendications sur le royaume de Naples et le Milanais qui remontent à la Renaissance. Mais au-delà de ça, franchement, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique et intelligent, comme toutes les personnes à cette table, sauf moi. Et donc il vit en Russie. Ça, c'est ça l'intérêt. Donc Adnan va nous montrer le point de vue du Maghreb de l'évolution de l'Occident. John va nous montrer le point de vue du Royaume-Uni, du pays du Brexit, mais il y a un Brexit dont il va nous parler d'ailleurs, avec toutes ces ambiguïtés de l'évolution de l'Union européenne et de l'évolution du monde occidental. Et puis Charles va nous parler de vue de Russie, comment on voit ce que devient l'Occident. Et puis on a bien sûr, comme d'habitude, si j'ose dire, enfin comme ce matin, on a Greg Tabibian, qui est d'origine arménienne, je crois, donc qui a quand même aussi une petite sensibilité caucasienne. On a Gilles Casanova. Casanova, c'est quoi ça ? C'est corse ou c'est corse, donc c'est un petit pays au sud de la France. Et puis on a Philippe Millot, qui, comme son nom l'indique, vous venez plutôt de l'Aveyron, non ? C'est ça ? Oui, mais 1124, nous avons quitté l'Aveyron. Alors, sa famille a quitté l'Aveyron en 1124. Voilà. Pas 23, 24. Merci à tous. Alors, écoutez, on commence tout de suite. Je ne sais pas par qui. John, voilà, puisque vous êtes à ma droite. Alors, comment voyez-vous l'évolution du monde occidental et peut-être un aperçu aussi du Royaume-Uni post-Brexit et sous la houlette de Rishi Sunak? Écoutez, chers amis, j'ai une nouvelle, ou plutôt deux nouvelles à vous en annoncer. Il y a des choses. La première nouvelle, c'est qu'il y a des choses que François Asselineau ne sait pas. Oh. Il m'a présenté très gentiment comme universitaire, ce qui est vrai. Il ne sait pas que je suis professeur à l'ICES en Vendée, à l'Institut catholique de Vendée. Vous parliez ce matin de la liberté d'expression. J'ai l'honneur et le plaisir d'être professeur dans un îlot de liberté académique. Donc si vous avez des enfants qui pensent faire leurs études, venez à l'ICES. l'ICES, vraiment, c'est extraordinaire. L'autre chose que François Asselineau ne sait pas, puisque je ne lui ai pas dit, c'est que je suis depuis un an le directeur de Forum pour la démocratie internationale. Forum pour la démocratie, c'est un parti politique néerlandais. Ah oui. C'est le seul parti politique en Europe, je crois, à part l'UPR, bien sûr, qui est pour la sortie de l'Union européenne, pour ce qu'ils appellent là-bas le Nexit. Alors, comment ? C'est Thierry Baudet, qui est néerlandais, mais qui est d'ascendance, qui est d'origine française, puisque, vous le savez, pendant les guerres napoléoniennes, les Pays-Bas ont fait partie pendant un moment de l'Empire, et donc des Français sont allés là-bas pour enseigner le français. Deuxième nouvelle, vous m'avez demandé de parler sur la fin de l'Occident. Je déteste le mot Occident. Le mot Occident, le vocabulaire Occident, c'est une façon de dévier les gens, d'éloigner les gens de leur patriotisme national. C'est une façon de dire que les nations, c'est pas bien, qu'au contraire, ce qui doit nous faire vibrer, c'est les valeurs transatlantiques. Et c'est évidemment un contresens linguistique, puisque dans l'Occident, en politique, vous le savez, il y a des pays comme le Japon. Donc c'est un peu à contre-cœur que je parle de l'Occident, parce que c'est évidemment un vocabulaire de l'idéologie que nous combattons. Mais il est bien évidemment vrai aussi que ce concept de l'Occident est très antérieur
à l'abus qu'on en fait actuellement, on va dire depuis la guerre froide. Et je pense que pour savoir si l'Occident est fini, il faudra se demander à l'égard de quel Orient cet Occident se définit. Alors j'en vois trois. Il y a, je pense, la Russie, qui, par certains moments de l'histoire, a été un Orient contre l'Occident se dressait. Il y a l'Asie en général, la Chine, les grands pays de l'Asie, l'Inde, etc., le Japon. Et il y a le monde musulman. Et à différents moments de l'histoire, je pense que l'Occident se définissait vis-à-vis de chacun de ces différents Orients. Alors je commence par la Russie, qui est le sujet que je connais le mieux, étant un agent du Kremlin. Vous aussi. Je pense, peut-être comme vous ici dans cette salle, que dans la guerre en Ukraine, que nous assistons effectivement à la fin de l'Occident. Essentiellement pour deux raisons. D'abord parce que la guerre en Ukraine nous a montré que la Russie a réussi à développer une arme dont l'Occident, justement, ne dispose pas, qui est le missile hypersonique. Les missiles hypersoniques qui volent à 10 fois ou à 15 fois la vitesse du son ont été déployés en Ukraine avec une efficacité absolument redoutable. C'est une invention technologique que l'on peut comparer à l'arme nucléaire et qui va peut-être rendre l'arme nucléaire superflue parce que, à la différence de l'arme nucléaire, on peut l'utiliser. Vladimir Poutine récemment en Chine, je crois, a tenu des propos tout à fait décoiffants. Il a dit, je cite, « Ce que je vais vous dire n'est pas une menace. » C'était évidemment une menace. Nos chasseurs qui volent au-dessus de la mer Noire sont armés de Kinjal et d'autres missiles hypersoniques. Et il est bien connu que ces missiles ont une portée de 1000 km. Donc les porte-avions américains qui ont été envoyés en Méditerranée peuvent être atteints à tout moment par des missiles russes. Ce déploiement des missiles hypersoniques en Ukraine intervient au moment même où les Américains abandonnent leur propre projet de missiles hypersoniques. En mars de cette année, et ont versé des sommes gigantesques, des milliards, voire des dizaines de milliards à Lockheed Martin, eh bien, Lockheed Martin a produit des missiles qui ne volent pas. Et les Américains ont annoncé l'abandon de leur programme. Donc, objectivement, au moins dans ce domaine-là, il y a la fin de l'Occident, la fin de la suprématie militaire de l'Occident. Et je pense, pour ma part, que l'Occident ne pourra jamais gagner la guerre en Ukraine, dans le sens où elle s'est donnée de cette victoire. C'est-à-dire que l'Occident a dit très tôt que l'Ukraine n'aura gagné que lorsque tout le territoire ukrainien aura été libéré, y compris la Crimée. Et à mon avis, ça ne se passera, il ne faut jamais dire jamais en politique, mais ça ne se passera pas dans les décennies à venir. Autre élément de la guerre en Ukraine qui m'interpelle, qui est plus philosophique, depuis 20 ans au moins, l'OTAN, en cohérence d'ailleurs avec son idéologie occidentaliste, qui est une idéologie déracinée, parce que dans l'Occident, il y a des territoires, je l'ai dit, au Japon, à la rigueur en Turquie, en Amérique, des territoires en Europe qui sont fondamentalement étrangers les uns aux autres, comme l'Allemagne à la France. Dans cette idéologie, en compatibilité avec cette idéologie virtuelle et déracinée, eh bien, depuis 20 ans, l'OTAN ne pense qu'en termes de guerre virtuelle, en termes de guerre hybride. C'est un des éléments de langage, la guerre hybride, la désinformation, la corruption. Tout fait partie maintenant de la guerre pour l'OTAN.
Et depuis 20 ans, dans ses opérations militaires, notamment en Afghanistan, l'OTAN ne fait qu'une chose, c'est la guerre contre-insurrectionnelle. L'OTAN ne sait plus comment mener une vraie guerre, c'est-à-dire la conquête d'un territoire et le maintien d'un territoire. Eh bien, la Russie, d'un point de vue philosophique, avec sa conquête, que l'on approuve ou pas, de 4 régions, ou au moins d'une partie de 4 régions d'Ukraine, s'est montrée capable de mener une guerre non pas post-moderne, mais une guerre moderne, c'est-à-dire une vraie guerre où on conquiert du territoire et on le maintient. Et ce comportement russe, ces réussites russes dans la guerre en Ukraine sont pour moi la continuation logique et inévitable d'une politique russe qui, elle, est étatique. Elle est basée dans les intérêts réels de la Russie depuis l'arrivée au pouvoir, au moins, oui, depuis l'arrivée au pouvoir de Poutine en l'an 2000. Donc en fait, c'est le post-modernisme de l'Occident qui va être vaincu en Ukraine. Pour l'Asie, je ne suis absolument pas un expert de l'Asie, mais je me souviens avoir visité le cité-État de Singapour quand j'étais adolescent dans les années 70. Et mon père, qui avait été pilote de ligne, qui connaissait très bien cette ville, déjà en 60, je ne sais plus, 15 ou 16, quand nous y étions, s'étonnait du développement extraordinaire de Singapour. Il n'avait pas été là-bas depuis quelques années. C'est-à-dire que l'Asie était en explosion, nous le savons, explosion économique. Singapour, Hong Kong d'abord, ensuite la Chine, bien sûr, depuis au moins 20 ans, depuis au moins 50 ans. La Chine, c'est l'atelier du monde, c'est le centre de l'industrie et bientôt de la finance. Je ne sais pas si vous avez vu, je crois que c'était Olivier Berruyer qui a fait c'est lui qui a fait avec Emmanuel Todd un entretien il y a un an. C'est lui qui fait des cartes, il a fait des cartes absolument extraordinaires, je crois que c'est lui, montrant la corrélation entre les pays qui sanctionnent la Russie et les pays qui sont endettés. Et l'endettement de tout l'Occident collectif est évidemment absolument catastrophique. Ce sont des dettes que l'Occident collectif ne pourra jamais rembourser. Donc nous sommes submergés sous notre propre dette, alors que les pays que nous avons en face de nous, la Russie, oui, mais aussi les pays asiatiques, sont nos créditeurs. Et pour le monde musulman, nous le savons, est en croissance spirituelle depuis une génération. Je suis frappé par le fait qu'au niveau des relations internationales, je laisserai peut-être à d'autres la compétence de parler de l'islam comme facteur politique, mais je constate que sur le plan des relations internationales, il existe dans le monde une organisation qui s'appelle l'Organisation de la coopération islamique, qui est, je crois, la plus grande organisation internationale régionale en existence, plus grande encore que l'OSCE. Il n'existe pas, vous le savez, une organisation de la coopération chrétienne. Il serait même ringard, il serait absurde pour nous occidentaux de proposer la création d'une telle organisation. Tellement nous avons quitté notre propre identité. Et en contemplant l'existence de cette organisation de coopération islamique et ce sentiment d'appartenance que peut avoir le monde islamique à travers ses différentes déclinaisons ethniques et autres, arabes, perses, indonésiens, etc., en face de cet ensemble, nous n'avons, nous, en Occident, que des valeurs qui nous détruisent, des valeurs de la diversité, des valeurs LGBT, la valeur de wokisme. Tout ce qui peut nous rassembler, les nations en particulier, les territoires, la réalité, est dilué et dispersé par l'idéologie occidentaliste. Et donc je pense que l'Occident est fini, parce que les 3 Orients contre lesquels l'Occident pourrait se définir nous dépassent sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan spirituel.
Et en regardant cette fin, ce que je crois être la fin de la civilisation occidentale, je pense à un documentaire tourné dans les années 60 en Angleterre par un très grand historien de l'art, Alan Clarke. Le documentaire s'appelait La civilisation. C'est un livre, mais le documentaire existe aussi sur YouTube. Et dans une de ces émissions, je crois que c'est dans celle sur la Renaissance et sur Florence, sur la ville de Florence du XVe siècle, Florence qui était à l'époque, vous le savez, bien sûr le centre de la Renaissance, mais aussi le centre financier de l'Europe et du monde, il essaie de définir l'élément constitutif de la civilisation. Et pour lui, c'est la confiance. Et malheureusement, je pense que c'est justement ça qui manque à l'Occident. Nous n'avons plus de confiance et donc nous n'aurons bientôt plus de civilisation. Merci. Merci John Logland pour ce cadrage linéaire tout à fait remarquable que je trouve vraiment bien ciselé, très clair et vraiment assez formidable. Alors, on a à votre droite quelqu'un qui vit en Russie. Vous avez parlé de la Russie quand même en premier. Tout le monde pense en ce moment à la Russie. Effectivement, vous avez parfaitement dit, la Russie, l'Asie est essentialisée dans la Chine et le monde musulman, c'est un peu les trois facteurs qui sont perçus comme étant des facteurs de potentiels adversaires et potentiels vainqueurs de l'Occident. Donc, s'agissant de la Russie, comment voit-on l'Occident vu de Moscou, Charles ? Alors, pour préparer cette intervention, j'ai essayé de me rappeler de toutes les interventions télévisées, médiatiques que j'ai pu regarder en russe. Et en fait, on ne trouve jamais dans les débats en Russie le terme Occident. Ils parlent d'Est ou d'Ouest, mais jamais d'Occident. Pourquoi ils ne parlent pas d'Occident ? Parce que c'est une notion, vous l'avez dit, et on l'a dit ensemble pendant le déjeuner, qui en réalité ne veut pas dire grand-chose. La Russie, si on remonte au XVe siècle, c'est un pays slave orthodoxe, mais pas que, c'est un pays métissé. Ils ont toujours été aux portes de l'Europe orientale. Ils ont fait la guerre aux Mongols, ils ont fait la guerre aux Tatars, aux Turcs. Ils ont été un peu si on veut parler d'Occident, d'Europe chrétienne, etc., ils ont toujours été aux marges les protecteurs de l'Europe. Et au fur et à mesure de ces conflits, ils se sont métissés, ils ont aussi conquis de nouveaux territoires, des territoires qui n'étaient pas slaves, qui n'étaient pas orthodoxes. Le Tatarstan, par exemple, la prise de Kazan par Ivan le Terrible, les Tatars sont des Asiatiques, en fait. Et donc, naturellement, ils ne se retrouvent pas dans le terme d'Occident. Ensuite, pour comprendre un peu la vision qu'ont les Russes de l'Occident, entre guillemets, il faut aussi prendre en compte que le communisme les a mis pendant des dizaines d'années dans une espèce de bulle. Une bulle qui a fait leur malheur, qui a fait le malheur des Russes pour beaucoup, mais qui les a aussi protégés d'un certain nombre de choses, notamment des valeurs dont vous parliez, d'une certaine forme d'ultralibéralisme, d'une Europe de valeurs un peu libertaires. Vous parliez des valeurs LGBT, etc. Et donc ils sont arrivés dans les années 2000, notamment avec l'arrivée de Vladimir Poutine qui modernise la Russie en fait. Ils sont arrivés avec des valeurs humaines, morales des années 50 qu'on trouvait en France dans les années 50-60. Et donc naturellement, au fur et à mesure, les années passant, ils observent l'Europe de l'Ouest, l'Amérique, le Canada. En particulier, ils observent la France, ils connaissent très bien la France, ils sont parfaitement au courant de tout ce qui se passe. Et ils se trouvent un peu en décalage. Ils ont toujours été, comme je disais, en marge de l'Europe, géographiquement. Mais ils se trouvent aussi, depuis une vingtaine d'années, en décalage sur le plan des valeurs. Pour prendre le cas de la France, l'image qu'ils ont de la France, les Russes, malgré d'ailleurs la guerre et la position française, les Russes sont toujours très francophiles. Mais ils sont francophiles, ils sont nostalgiques d'une France qui, pour eux, n'existe plus vraiment ou qui n'est plus représentée par je dirais, l'élite politico-médiatique qu'ils peuvent observer. Ils sont nostalgiques d'une France qui, par exemple, sur la scène internationale, toujours été une puissance d'équilibre, une puissance, un peu un arbitre
qui parlait autant aux Arabes qu'aux Israéliens, qui parlait aux Russes et aux Américains, qui était souvent une courroie de transmission pour les Soviétiques, pour les Russes, avec les pays, avec les États-Unis, avec l'Angleterre. Et cette France aujourd'hui, il constate que malheureusement, elle n'existe plus. L'autre chose, c'est que ils ont aussi conscience, quand on parle de la France, ils vous parlent de la France, ils vous parlent souvent de deux problèmes. Ils vous parlent du problème de l'immigration, des émeutes dans les banlieues, des voitures qui brûlent, et de la Gay Pride, des LGBT, etc. Et je crois que, en discutant avec eux, ils ont bien conscience que le peuple français n'est pas... Je le sais, je viens de Normandie, d'un petit village en Normandie. Je témoigne à chaque fois qu'il reste des gens normaux avec qui discuter et qui sont russophiles ou prêts à discuter avec eux. Mais ils ont bien conscience qu'aujourd'hui, ils sont en rupture de banc avec l'Europe occidentale, tout simplement parce que, ils promeuvent un autre modèle de société et ils ont eu le courage, de leur point de vue, de s'opposer à l'hégémonie américaine. Et la guerre en Ukraine, vous le disiez, pour les Russes, c'est l'aboutissement d'une vingtaine d'années où les Occidentaux, entre guillemets, ont pris les Russes pour des crétins. Vous connaissez la caricature qu'on fait des Russes. Hein. C'est un abruti qui boit de la vodka, sa femme travaille dans un bordel, etc., etc. La guerre en Ukraine, c'est l'aboutissement de 20 ans d'usure où on les a pris pour des crétins, des moins que rien, des sauvages. Et au bout de 20 ans, ils ont donné le signal à ce monde, à tous ces pays qui contestent l'hégémonie américaine, l'hégémonie occidentale, mais qui n'ont jamais eu le courage de s'y opposer frontalement. Et ça, c'est le caractère russe. Ils ont dit maintenant, Poutine a dit maintenant, c'est terminé. Vous êtes, donc sur le cas ukrainien, vous êtes en train de jouer avec l'Ukraine, vous dépassez les limites, nous avions posé des limites, maintenant c'est terminé. Il appuie sur le bouton et le monde a changé. Et le monde ne sera plus, je pense, jamais le même. Oui. Et ça, les Russes, et c'est le caractère des Russes. Les Russes ont beaucoup de défauts. Je ne suis pas là pour dire que les Russes sont parfaits. Les Russes ont beaucoup de défauts. Travailler avec les Russes, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il faut s'accrocher, il faut être patient. Mais ils ont, quand je parlais de valeurs des années 50-60, ils ont quand même des qualités qu'on trouve plus chez beaucoup de Français, malheureusement. Enfin, je parle des grandes villes. C'est-à-dire que malgré tous leurs défauts, quand il faut se lever, ils se lèvent. Et je le sais, à Moscou, quand vous baladez, il n'y a pas souvent d'agression, mais les Russes, passez-moi l'expression, quand il faut aller au carton, ils se lèvent et ils y vont. Et ils ne pensent pas à qu'est-ce qui va se passer après, est-ce que je vais aller à l'hôpital, etc. Il faut se lever, ils y vont. Et la guerre en Ukraine, c'est ça. Maintenant, c'est terminé, on y va. Et le pari, puisqu'on avait dit que la Russie était sous sanctions, qu'il y aurait des conséquences, que l'économie allait s'effondrer. Moi, je suis la chance ou la malchance de faire quelques plateaux LCI après avoir été en Ukraine, avoir sorti mon livre. Je me souviens d'un commentateur d'un invité qui disait, c'était en juillet 2022, qui disait, mais de toute façon, moi j'ai passé 7 ans à Moscou, je connais très bien la situation, et en ce moment, il y a des queues devant les magasins d'alimentation à Moscou, les gens font la queue pour aller chercher à manger. C'était totalement faux. Totalement faux. Bon. Et donc la Russie a pris un peu le contre-pied, peut-être a surpris tout le monde, mais a aussi donné le signal pour tous ces pays que maintenant il fallait changer d'air. Et finalement, c'est avec un certain succès, puisque l'économie russe, je le disais, ne s'est pas effondrée. La contre-offensive ukrainienne est un échec. Ça ne veut pas dire que l'offensive russe sera un succès en 2 mois, mais l'offensive ukrainienne qu'on disait victorieuse et que les Ukrainiens étaient déjà à Moscou, ça ne s'est pas produit. Et puis, il y a des changements quand même géopolitiques majeurs. Un qu'on connaît tous, c'est le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Oui. C'est... Bon, je veux dire, là, le monde a changé, c'est évident. Et ça, c'est la décision des Russes. Alors maintenant, pour compléter ce que je disais sur la vision comment les Russes considèrent l'Occident, je vais prendre quelques exemples très simples, et les exemples, ils sont en France. En fait, les Russes, il y a un problème de valeur, évidemment, dont on parlait, les LGBT, etc., qui sont refusés par les Russes,
vous en parlerez certainement par les pays arabes, par la plupart des pays asiatiques, par la plupart des pays africains. Évidemment, par 80% des pays de la planète. Mais il y a aussi une considération un peu humaine, anthropologique. C'est-à-dire que quand Vladimir Poutine parle à Emmanuel Macron, qui en fait vient à Moscou pour ne rien dire, qui va voir Volodymyr Zelensky dans la foulée pour ne rien dire, et qui, un mois après, fait fuiter dans la presse la conversation téléphonique qu'il a eue avec Vladimir Poutine devant 12 journalistes, bien en fait, les Russes, ils sont un peu dépités. Parce qu'en fait, je pense que ce genre de comportement et les interlocuteurs qu'ils ont en face dans la sphère politique, d'ailleurs, on pourrait parler d'Ursula von der Leyen, etc., de Charles Michel, etc., en fait, c'est des gens qui sont considérés comme pas sérieux, en fait. Et quand vous prenez l'histoire longue, qu'est-ce qui restera dans l'histoire de Charles Michel ou de von der Leyen ou de Macron? Pas grand-chose. Par contre, le leader chinois restera certainement dans l'histoire. Vladimir Poutine est déjà dans l'histoire. Donc, je crois que pour les Russes, ils se considèrent comme Européens. Ils ne se considèrent pas comme Occidentaux, parce que l'Occident est ramené à ces valeurs qu'ils considèrent comme mortifères. Qu'aujourd'hui, ils sont sur un axe de travail avec des pays, des BRICS, des pays africains, etc. Les Russes sont très pragmatiques, ça ne veut pas dire qu'ils s'entendent sur tout, etc. Les Russes ont leurs intérêts, d'ailleurs les Français ont leurs intérêts. Naturellement, on n'a pas forcément des intérêts convergents tout le temps, l'histoire a prouvé. Mais là, il y a une espèce d'alliance dont les Russes sont les leaders, parce que c'est eux qui prennent les coups en Ukraine, et qui, à mon avis, leur convient bien. Et finalement, pour eux, devant le succès un peu de cette nouvelle coalition, vous avez des pays très en retrait, puis vous avez des pays très en pointe. Vous avez des pays entre les deux. Les Chinois soutiennent les Russes, et sans l'appui chinois, les Russes ne pourraient pas mener la même guerre. Mais pour l'instant, ça leur convient, ça fonctionne. De l'autre côté, ils voient un Occident qui est réduit à quoi? L'Europe de l'Ouest. Et encore, je vous dis, ils ont conscience que les peuples européens, le peuple français n'est pas Emmanuel Macron. Mais cet Occident, c'est finalement les États-Unis, le Canada, l'Europe de l'Ouest ou une partie, que finalement, sur la scène internationale, c'est plus grand-chose. Et à la limite, ils préfèrent discuter avec les États-Unis qu'avec les Français, parce qu'ils savent que les Français ne sont plus au maximum une courroie de transmission des États-Unis. Donc voilà, donc je pense que l'Occident pour les Russes, ça ne veut pas dire grand-chose, qui sont prêts éventuellement à renouer des relations bilatérales, et surtout avec les Français, parce qu'on a quand même un capital sympathique qui est encore très fort chez eux. Mais simplement, ils attendent un changement. Ils savent qu'on est dans une situation compliquée. Je disais les émeutes, les gilets jaunes, la politique d'Emmanuel Macron, un certain nombre de choses, ils sont un peu dépités. Il y a un exemple que j'ai vu il y a 3 jours sur une chaîne Telegram russe, puisque le principal problème quand il parle de la France, c'est qu'il dit mais vous êtes normalement on devrait se comprendre, mais vous avez adopté de fausses valeurs et puis vous êtes devenu faible. Vous n'êtes plus capable, vous n'avez plus les leaders pour régler vos problèmes. Et il y a 3 jours, je regardais cette chaîne Telegram et je vois une vidéo où on voit un gamin russe, peut-être de 12 ans, qui est aux prises avec 2 enfants tadjiks. Donc les tadjiks, c'est azéris. Donc les azéris viennent d'Azerbaïdjan, sont des immigrés souvent de travail. Et où en fait, il est bloqué dans un hall d'immeuble et il se fait tabasser par les 2 gamins qui filment et qui mettent ça ensuite sur les réseaux sociaux. Et bien le soir même, vous avez une vidéo qui sort sur la chaîne russe locale, c'est à Nijni-Novgorod, donc à 400 km de Moscou. Vous avez la police russe qui va interpeller les 2 gamins azéris, le père, et les 3, devant les caméras de télévision, s'excusent, demandent pardon. Ça, vous voyez, c'est le genre de choses que les Russes, quand ils voient la situation en France, c'est le genre de choses qu'ils attendent, en fait, qu'on se reprenne en main, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Pour eux, parler de conflit de civilisation, par exemple, eux qui ont 20% de population musulmane, c'est pas normal. C'est pas normal parce que d'abord, c'est dangereux. Oui. Et ça ne veut pas dire pour autant... Et dans le même temps, il faut être impitoyable avec les bandits, avec les malfrats, avec les extrémistes religieux, etc. C'est toute la politique de Poutine depuis 20 ans. On en parlait tout à l'heure. C'est finalement... Poutine, il a
il a mis un peu 2 ennemis au peuple russe. C'est la Gay Pride, et de l'autre côté, les barbus, les fous d'Allah. Ça, c'est la boussole politique et sécuritaire russe, c'est ça. Et ces 2 problèmes, eh ben, c'est finalement les problèmes qui dénoncent en France, qui nous expliquent. C'est finalement, vous avez la Gay Pride et la propagande non-stop sur les chaînes d'information, et de l'autre côté, vous avez les barbus, les fous d'Allah qui égorgent, décapitent, etc. Et ce qu'ils ont, eux, réglé, pense-t-il, au moins à court terme, eh bien, c'est ce qu'ils voudraient qu'on règle aussi en France. Voilà. Merci Charles pour cette vision que l'on n'explique jamais en fait aux Français, comment on est vu du reste du monde, mais comment on est vu notamment par les Russes, avec ces références notamment à l'histoire longue, toujours très très important. Alors Adnan, vous êtes franco-tunisien, vous partagez votre vie entre Paris, vous êtes universitaire à la Sorbonne, mais vous êtes aussi à Tunis ou à Carthage ou Sidi Boussaïd. Voilà. Et comment est-ce que, vu du Maghreb, en règle générale, vu de Tunisie, la Tunisie qui a été un pays très proche de la France, à tous les égards d'ailleurs, Bizerte est plus près de Marseille que Marseille ne l'est de Rovaniemi en Finlande, alors qu'on est dans la même Union européenne. Comment est-ce qu'on voit la France vue depuis la Tunisie et comment la Tunisie elle-même a évolué après la révolution de Jasmin et quelles sont, à votre avis, la perception que l'on a de l'Union européenne vue depuis la Tunisie. Voilà. Bien, merci. Je rebondis déjà sur les propos de John concernant la définition de l'Occident. Le matheux que je suis a un gros problème. C'est pas qu'il n'aime pas l'Occident, mais c'est qu'il n'en trouve aucune définition. Donc ça explique peut-être pourquoi en Russie, entre autres, on ne parle pas d'Occident. D'autre part, il y a plusieurs Occidents, bien sûr, toujours, comme vous le précisez bien, en opposition à l'Orient. Il y a l'Occident historique, l'Empire romain d'Occident, il y a l'Occident géographique, moi j'apporte un peu ma pierre à ça, l'Occident géographique. Occident se dit Maghreb en arabe. Donc déjà, le Maghreb, c'est l'Occident, d'une part. Et ce même Maghreb, ça fait partie du grand Moyen-Orient américain. Bon, je sais que les Américains ne sont pas très bons en géographie, mais de là à confondre les deux, il y a quand même... Donc la définition est bien floue. Elle est bien floue, mais il reste quand même une branche des mathématiques qui est la logique floue. En fait, vu que c'est clair dans vos têtes et dans la mienne, on parlera quand même du même Occident. Voilà, sans le définir. Bien, donc cet Occident-là, est-il fini ? D'une part, le point de vue chaldounien. Ibn Khaldoun est un historien du XIVe siècle qui explique un petit peu le mécanisme, enfin du moins de son point de vue à lui, de la naissance des empires et de leur mort. Et bien sûr, il fait intervenir beaucoup de choses, en particulier les valeurs, etc., ce que l'on vit actuellement et donc ce que vous connaissez tous. Mais entre autres, on peut parler aussi de ce qui se passe actuellement avec la montée des BRICS, etc. Tout ça est... je vous apprends rien sur tout ça. On a tous vu les mêmes vidéos et on connaît un petit peu toute cette histoire. Ce que j'apporterai, c'est un témoignage par rapport à, par exemple, à ce qui se passe en Tunisie. Et cet Occident, contrairement peut-être à John, peut-être est-il en train de revivre. Déjà, rien que par le fait que l'on pose la question, est-il fini ? Et deuxièmement, parce que dans le point de vue chaldounien, les empires se nécrosent de l'intérieur. Et en fin de compte, dans cet Occident où on voit apparaître quelques satellites, comme vous dites, le Japon, les États-Unis, etc., peut-être que
la fin de l'hégémonie américaine et du dollar sur le monde sera peut-être une bonne nouvelle pour le reste de l'Occident dans l'imaginaire collectif que l'on a tous. Donc ça, c'est l'histoire qui le montrera. Nous, on n'est pas là pour ça, on ne sait pas ce qui va se passer, nous ne sommes pas Madame Soleil. Sur ce, concernant, disons, l'Occident vu un petit peu sous ces deux formes historiques, l'Occident des deux rives et l'Occident, donc l'Empire romain d'Occident, est-ce qu'il est fini quand on voit que de l'intérieur, par exemple, il se trahit. D'abord, il trahit ses propres populations. Et ça c'est l'un des éléments les plus déterminants. Je ne sais pas si vous avez tous l'impression que vous n'êtes pas trahis par vos dirigeants. Je ne sais pas, moi j'ai la forte impression de l'être, mais peut-être je suis un esprit sceptique. Mais c'est comme ça. Alors, et en plus, dans cet amalgame, dans cet agrégat d'États, les États eux-mêmes se trahissent entre eux. Donc, par exemple, et c'est sur ça que j'articule mon témoignage, je trouve que c'est-à-dire en obligeant les États d'Europe à à applaudir par exemple les révolutions arabes, et ça c'est l'œuvre états-unienne, on trahit les peuples d'Europe. On trahit les peuples d'Europe et on trahit tout l'Occident en réalité, et quelque part on se coupe la main soi-même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pour cela, je ne vais pas rentrer, je vais juste vous faire un petit voyage que j'ai intitulé de Sidi Bouzid à Mariupol. Donc, nous allons voyager ensemble de Sidi Bouzid à Mariupol. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous savent où se trouve la ville de Sidi Bouzid. Généralement, non. Je sais que, bien sûr, toi, tu connais tout, mon cher François. Donc, généralement, non, parce que c'est pour vous montrer l'ampleur de la manipulation médiatique. Sidi Bouzid était la ville dont on a parlé nuit et jour, janvier 2011, en expliquant que c'est la libération, c'est le germe qui allait libérer le monde arabe, et en particulier donc la Tunisie, et c'est ce qui m'intéresse le plus. Et donc, Sidi Bouzid, ça a commencé par, dans un premier temps, Tunis, donc la Tunisie, la révolution du jasmin, enfin un jasmin qui maintenant ne sent plus très très bon. Et quand on voit bien comment ça... Je vais vous donner globalement mon point de vue qui va peut-être surprendre certains d'entre vous. Ça commence à Sidi Bouzid, ça commence en Tunisie, ça va tout de suite sur deux branches qui sont la Libye et Sarkozy, et de l'autre côté, le Yémen. Quand on regarde bien, Tunisie, Libye, Yémen, l'Égypte c'est après, il ne faut pas croire, les trois premiers pays touchés, c'est les trois troublions de la Ligue arabe. 1, Ben Ali, 2, Kadhafi, 3, Ali Abdallah Saleh. Ce sont les trois qui s'opposent automatiquement au choix de la Ligue arabe, parce que ces choix-là sont dictés de la même manière que ne sont dictés les choix européens, à savoir par les États-Unis d'Amérique. Donc, ils sont gênants. Ils ont été là lors de la première guerre du Golfe, ils ont dit non. D'ailleurs, Ben Ali était le premier à dire non. Bizarrement, ce sont les trois pays attaqués. Et dans l'une des interviews de l'un des tout premiers présidents de la Tunisie, révolutionnaire, donc de la Tunisie des printologues européanistes, la première chose qu'il fait, c'est qu'il s'excuse auprès du Koweït. La Tunisie n'a jamais voulu du mal au Koweït. Donc il s'excuse pour la position de la Tunisie lors de la première guerre du Golfe. Donc ça, c'est assez troublant quand même. Ça veut dire qu'il voit d'où vient la punition. Et en fait, ces révolutions-là étaient une punition où l'on a
vraiment duper les peuples pour les détourner de leurs vrais problèmes en réalité. Et on a exporté les démocraties, soi-disant. D'ailleurs, si vous regardez bien, quand vous prenez le discours colonialiste du XIXe siècle, avec les grands socialistes, et en particulier, pas en particulier, avec, comme discours connu, le discours de Jules Ferry, etc. Bon, vous enlevez le mot civilisation, vous le remplacez par le mot démocratie, vous retrouvez exactement le même discours. Donc ce que certains ont appelé les révolutions 2.0 ne sont en réalité, à mon goût, que de la colonisation 2.0. Et une colonisation d'une nébuleuse, hein, ça n'est plus des États, au moins des États, on sait à qui on a affaire. C'est une nébuleuse, c'est celle qui colonise aussi bien les pays qu'elle veut coloniser, et qui vous colonise vous aussi. Et on est bien placé pour le savoir à l'UPR. Bien. Donc après, il y a eu ces deux pays-là qui ont été touchés, et on est parti faire le grand ménage du côté de la Syrie. C'est peut-être le but. Hein, d'aucuns disent que, bon, on a attaqué la Tunisie pour toucher la Libye ou la Syrie. Pas du tout. On n'a jamais eu honte d'aller attaquer directement l'Irak. Hein. Bon, on ne va pas utiliser un autre pays. Bon. Donc, je pense que la Syrie, d'ailleurs, pour les gens qui s'en souviennent, en 2003, lors de la chute de l'Irak, la campagne de Syrie était déjà ouverte. Mais on l'oublie. On s'est employé, on a tout essayé pour continuer ce qui a été fait en 2003 en Irak pour le finir en Syrie. Et n'eût été peut-être la jeunesse de Bachar el-Assad qui venait d'être, qui était vu aussi comme étant quelqu'un de démocrate, qui n'était pas comme son père et tout, en fin de compte, je crois qu'on aurait fait de la Syrie un Irak. Ouais. Voilà. Mais au lieu d'oublier l'idée, loin s'en faut, on y revient. On y revient. Alors pourquoi, moi, j'ai mon idée, mais je me la garde. Je préfère me la garder. Bon, on revient à la Syrie des décennies plus tard. Bien sûr, on pouvait revenir un peu plus tôt, mais il y a eu le 11 septembre entre-temps, donc on leur a lâché un peu les bottes à Ben Ali, à la Syrie, à tout ça. Et on revient à la Syrie de manière forte, et je pense, en fait, de ce voyage qui nous mène de Sidi Bouzid à Mariupol, la station syrienne est très très importante parce que l'on a cru en Occident, toutes les semaines, que Bachar el-Assad allait tomber. On nous racontait toutes les semaines, oui, ça sera la semaine prochaine, etc. 2013, on se rend compte, bon, il y a quelqu'un qui dit non. Alors, il a ses raisons, il a peut-être des raisons d'État, je ne sais pas, mais disons, le citoyen arabe moyen, il trouve son compte. Il trouve son compte parce que quand il se dit Poutine a empêché qu'il ne se passe en Syrie ce qui s'est passé en Irak, quels que soient les comptes de Poutine, le citoyen arabe est content. Voilà. Bon. Donc on en arrive donc à la Syrie, mais pourtant il y a quelque chose qui est clair et qu'aucun chroniqueur ne dit. Il suffit de lire, pour faire l'histoire, il suffit de lire les dates. Il suffit de lire les dates. 2013, on se rend compte que physiquement, par l'aide de Poutine, on ne pourra pas faire tomber la Syrie. 2014, Maïdan. Ah oui, 2014, Maïdan. On change de président. On manque même d'imagination, on refait ce qui s'est fait partout, en Yougoslavie, en Tunisie, partout, c'est-à-dire on loue des snipers, ils tuent des gens, etc. Après, une fois que vous avez un mort dans la famille, vous en voulez au premier venu, donc vous en voulez directement à celui qui vous gouverne, etc. Donc c'est toute une longue histoire, hein. Je peux vous raconter les snipers de Tunisie, ils sont connus, ils ont été attrapés la main dans le sac, hein. Ils sont tous sauf tunisiens, hein. Bon, bien sûr. Mais on en vient, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'actuellement
l'une des figures historiques du parti historique tunisien, J. Antol, tout simplement parce qu'elle lève ces sujets-là. Et il ne faut vraiment pas s'opposer à l'Europe. Une parenthèse soit faite sur, cette dame, une grande dame, Abir Moussi, qui actuellement est en tôle. Et j'ouvre la parenthèse parce que tout simplement, dans un pays où on a de haine pour personne, en réalité, elle essayait de cadrer, d'où vient le mal, paf, elle attrape l'Europe. C'est bizarre, elle attrape l'Europe. Donc, elle prévoit une manifestation, un sit-in devant le siège de l'Europe à Tunis. Donc là, elle me prend par les sentiments, je prends l'avion, je rentre, je fais le sit-in. Alors, elle me prend doublement par les sentiments parce que dans les pancartes, il y a écrit surtout « Peuple d'Europe, regardez à quoi servent vos impôts, venez voir ». Bon là, bien sûr, il s'agit de mes impôts, donc ça me prend doublement par mes sentiments. Donc j'y vais, je regarde, etc. Et bon, bizarrement, avec tous les problèmes, et j'ai du respect pour les positions de Kais Saïd en Tunisie concernant le fait qu'il ait été un peu dur avec la commission de Venise, ce n'est qu'une commission, etc. Mais il n'est jamais allé jusqu'au bout des choses, d'autant plus qu'il est tenu par le chantage de la faim, en fin de compte, parce que la Tunisie n'a plus les moyens actuellement d'assurer même la pitance de ses citoyens si par hasard l'argent s'arrêtait, si le FMI ne donnait plus d'argent, etc. Bon. En dépit de ce respect que je peux avoir à ces positions, la dame y est allée de manière plus directe, plus franche, en appelant un chat, et se retrouve actuellement donc gisant dans les geôles tunisiennes, ce qui est une insulte profonde d'ailleurs à la mémoire collective tunisienne, parce qu'il s'agit quand même du parti de l'indépendance. Donc ça n'est qu'une parenthèse que je ferme tout de suite. Pour continuer avec mon voyage, 2014, Maïdan. Et on a préparé depuis la guerre contre la Russie, c'est tout. La guerre a été... C'est pas l'inverse. On s'est réveillé un jour en 2022, on nous a dit attention, il va attaquer. Pas du tout. Pas du tout. On a préparé pendant 8 ans une guerre contre un pays souverain. Et on n'arrête pas de le faire depuis un moment. Parce que ne serait-ce quand vous voyez comment est fait Azovstal, vous vous dites ça n'a pas été préparé en 4 jours lorsque Poutine a attaqué. Pas du tout. Ça a été préparé 8 ans. Donc de Sidi Bouzid, on en arrive à Marioupol. Et en fin de compte, la guerre étant perdue sur le sol ukrainien. D'ailleurs, ça a fait émerger énormément de vices concernant tout ce qui est droits de l'homme. Parce que dès les tout premiers morts civils ukrainiens, on commençait à parler déjà de tribunaux internationaux, de crimes contre l'humanité. Enfin, tout mort est un mort de plus. Hein. Toute victime est une victime de plus. Je suis tout à fait d'accord sur ça. Mais il aura fallu je ne sais pas si on se rend compte que 20 000 morts en une nuit en Libye, à Benghazi, ce n'était pas un crime contre l'humanité. Hein, 1 million de morts en Irak, c'était rien. Même la mère Albright qui disait tout simplement, on lui a dit il y a 500 000 enfants morts, c'est peut-être un peu exagéré, ça quand même, 500 000, c'est pas rien. Et on regrette rien, c'est bon. Après, pour 1 million de morts en Irak, on s'excuse. Oui, la fiole n'était pas bonne, c'était pas la bonne fiole. Il y avait, c'était Powell qui avait pissé dedans. Enfin, il y avait rien. Donc, on s'excuse pour 1 million de morts, pour des millions de morts. Donc je crois qu'il faut mettre des zones ABC, c'est-à-dire zone où crime contre l'humanité, c'est 3 morts, B, crime contre l'humanité, il faut 200 morts, et C, vous pouvez tuer autant que vous voulez. Donc,
Donc ça fait apparaître vraiment des choses. Donc les citoyens naissent, les citoyens du monde naissent libres et égaux, mais ils demeurent très peu de temps. Hein, à mon avis, ils ne demeurent pas très longtemps. Donc il faut peut-être changer ces chartes-là parce qu'elles ne sont plus d'actualité avec tout ce que l'on voit et tout ce qui se passe. Voilà mon côté aigri, mais comme toujours, il faut toujours espérer. Et on espère, puisque François est là. Donc... Merci pour cette vision venue de Tunisie. Est-ce que nos autres intervenants veulent intervenir à ce moment de la table ronde ? Excuse-moi, juste un gentil mot pour l'Union européenne. En fait, dans tout ce qui s'est passé récemment, je vais dire un truc très gentil sur l'Union européenne quand même. Mélanie est devenue l'ambassadrice quasiment, quand on voit ce qui se passe en Tunisie, de l'Union européenne. C'est quand même dingue. C'est-à-dire que les Italiens aient espéré un moment changer les choses et mettre Mélanie. Je sais pas, Marine nous fera la même chose. Enfin, je ne sais pas. Mais ils ont espéré changer des choses. Et en fin de compte, c'est elle l'émissaire, quasiment l'émissaire de l'Union européenne auprès de la Tunisie. Et que de leçons nous avaient donné les identitaires à l'époque sur ce qu'on allait voir avec Mélanie. Exactement. Alors là, on était vraiment... et ça a mis combien de temps à planter ? Voilà, j'ai oublié de le dire et c'est très important, je pense. On reboucle avec ce qu'on disait ce matin, qui était peut-être un des sujets qu'on aurait pu aborder ce matin sur la censure. C'est comment se fait-il qu'il y a des responsables politiques prétendus d'opposition farouche qui sont présentés dans les médias. Donc la réponse, c'est que ces opposants prétendus ne sont pas des opposants. Ce sont des opposants, ce sont des fake opposants, ce sont des faux opposants qui sont présentés dans les médias par une oligarchie qui a bien compris que dans les pays occidentaux, il faut quand même donner au peuple l'impression qu'il a le choix. Et donc il faut lui donner l'impression qu'il peut changer les choses. Et en France, par exemple, on fait miroiter aux Français que le grand choix qui se profile, ça serait, par exemple, M. Bardella, dont je rappelle, j'aimerais que quelqu'un ici, dans cette salle, m'explique, au fond, ce qui le distingue de Macron. Il est pour l'Ukraine, contre la Russie. Au Parlement européen, le Rassemblement national s'est abstenu sur les 50 milliards d'euros à verser à l'Ukraine. Comme je l'ai dit, nous, si on a des députés en juin prochain au Parlement européen, ils voteront contre l'envoi d'argent, l'envoi de milliards à l'Ukraine. Le Rassemblement national a épousé en fait toutes les problématiques européennes. Ils sont pour rester dans l'euro, pour l'OTAN. Ils se sont rangés complètement sur le narratif, non pas israélien, mais likoudien des événements en ce moment en Israël. À la limite même, Macron tient un discours plus gaullien, c'est quand même incroyable, que Bardella, ou que Zemmour, n'en parlons pas. Mais pourtant, on présente ses opposants comme vraiment des opposants farouches au pouvoir actuel. Là, on reboucle avec la thématique de ce matin. Alors, qui est-ce qui veut ajouter un mot ? Philippe. Alors, je vais justement rebondir sur la petite attaque anti-Mélanie en vous posant une question, n'est-ce pas ? Quel est le point commun entre non pas Madame Mélanie, pardon, mais entre Matteo Salvini, entre Berlusconi pour rester en Italie, entre François Fillon et Dominique Strauss-Kahn pour venir en France ? Poser cette question, ce n'est pas une réponse évidente. Et pourquoi ? Vous remarquerez que tous les quatre ont un point commun. Ils ont été flingués en vol sur des histoires mineures. Ça, c'est clair. Sur des histoires très mineures. Et tous les quatre ont un deuxième point commun, c'est qu'ils avaient, pour les raisons les plus diverses, des intérêts, des sympathies, ou en tout cas une certaine neutralité par rapport à la Russie, au moment précis, dans les décennies qui viennent de s'écouler, où, depuis la fin de l'opération de la CIA appelée Opération Yeltsin, pour parler clair, qui était une opération qui menait à annexer au capitalisme mondial et à la mondialisation américaine l'empire russe,
après la chute du communisme. Cette opération n'a pas prospéré, ni pour les États-Unis, ni, il faut bien le dire, pour les Russes qui ont vu leur pouvoir d'achat divisé par 2 en 10 ans. Et donc, tout le reste découle dans les 20 dernières années de cette considération. C'est le grand échec américain ou des services de l'État profond américain pour dominer la Russie. C'est un point majeur qu'il faut bien comprendre. Et j'en viens maintenant, après cette vraie fausse énigme, j'en viens maintenant à ce que je veux dire de manière la plus claire qu'il est possible et parfaitement en harmonie avec les intervenants qui sont à ma gauche, mais à votre droite. En réalité, on parle d'Occident. Pour moi, et j'essaye de mesurer le plus possible mes termes, l'Occident est un mythe, l'Occident est une propagande, l'Occident est un faux semblant, l'Occident est un faux-né qui sert des intérêts précis et qui dessert l'intérêt de tous les peuples. Plus précisément encore, parmi les faux semblants, de la même façon que l'Union européenne, fondée par les agents américains et dont on sait qu'elle est tout sauf européenne, devrait s'appeler l'Union anti-européenne. En réalité, c'est son nom réel. Quelle est la séparation et quelle est la véritable interprétation, selon moi, du fameux choc des civilisations? Autre équivoque gigantesque, autre faux-né manifeste. Le choc des civilisations, ça a 2 acceptions. Il y a l'acception pour les gogos, c'est-à-dire en gros nous, quoi. Voilà, hein, pour nous. L'acception en question, c'est de dire, voilà, c'est épouvantable, vous comprenez, il y a un réveil de l'islam, ce qui n'est pas complètement faux. Il y a une invasion migratoire à base islamique, ce qui n'est pas complètement faux. Donc on va tous se faire bouffer, et il faut, nous, la vraie civilisation éclairée des Lumières et du reste, il nous faut nous battre contre ces fils de bédouins. Bon. Alors ça, c'est pour les gogos, et ça contient, je le dis sincèrement, une certaine part de vérité. C'est vrai que je ne souhaite pas, et je le dis, je ne souhaite pas que les 450 millions d'Européens et les 50 millions de Français gaulois, comme on dit, se voient supplantés par 1 milliard de Maghrébins, d'Africains, etc. Je ne le souhaite pas, je le dis clairement, je ne le souhaite pas. Je pense que ce serait une mauvaise chose pour la France, pour l'Europe, et pour les Maghrébins et pour les Africains eux-mêmes, une mauvaise chose pour tout le monde. Donc cette version du choc des civilisations a une part de vérité. C'est pour ça qu'on reçoit avec cette part de vérité facilement ce langage. Mais je voudrais appeler votre attention sur la seconde signification du choc des civilisations. Pour qu'il y ait choc des civilisations, encore faut-il qu'il y ait civilisation. Je pense, et je tiens, le monde mondialisé, globalisé à base anglo-saxonne pour une anti-civilisation. De ce fait, donc, il ne peut pas y avoir de choc de civilisation parce qu'en réalité, le but et les moyens de gens qui, pour des raisons les plus diverses, sont issus des prisons, sont issus de certains évangélistes un peu particuliers et qui se sont arrogés depuis 2 siècles une vocation mondiale qui est la vocation du camp du bien, qui est la vocation de la seconde Jérusalem, qui est la vocation de sauver le monde, au besoin contre son gré, comme tous ces gens-là, au besoin en les étripant jusqu'au dernier ou en anéantissant leurs valeurs. Et là, vous allez retrouver l'argent roi, qui, bien entendu, est totalement incompatible si vous mettez l'argent devant toute chose. Alors, vous mettez derrière les sentiments, l'amitié, la beauté, l'éthique, l'esthétique, la littérature, les arts. Vous mettez tout ça derrière l'argent. C'est la proposition du monde globalisé par les anglo-saxons, parce que leurs fondamentaux, leurs origines, leur façon de faire, leur façon de diriger, de dominer et leur efficacité redoutable, car il faut considérer cette efficacité redoutable, est issue du fait
que ce qui est mis en avant est l'économie, l'argent, et le moteur général de l'économie et de l'argent, qui est le capitalisme mondial destructeur, y compris des capitalismes locaux. Et c'est le capitalisme mondial et cette forme de mondialisation-là qui est l'anéantissement non pas d'une autre civilisation à laquelle il se heurterait pour nous sauver, mais de toutes les civilisations du monde. Le mondialisme anglo-saxon est hostile, par définition, à toutes les civilisations, à toutes les identités, à toutes les nations, à tous les irrédentismes, raison pour laquelle ils leur font la guerre à tous. Ainsi, je veux conclure sur ce point. Il y a quelqu'un qui l'a déjà dit, et je ne peux pas me comparer, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de quoi? Admettons par une chance historique extraordinaire, à laquelle certains d'entre nous concourent, n'est-ce pas, mes chers voisins? Chance extraordinaire que cette mondialisation malheureuse en vienne, après quelques échecs, à être secouée, et puis limité, et puis finalement, somme toute, limité à son aire d'extension normale, qui est le monde anglo-saxon dirigé par l'Amérique. Très bien. Qu'il joue un rôle ensuite dans un monde multipolaire, très bien. Dès le moment où ce rôle n'est pas dominant, pas de problème. Mais à ce moment-là, j'entends bien des gens qui disent « Oui, mais alors si c'est plus l'Amérique qui dirige le monde, alors ça va être la Chine. Ça va être pire, parce que la Chine, regardez, société de surveillance, machin, etc. » Alors je vous rassure tout de suite, la longue histoire qui a été rappelée par certains orateurs montre avec une tranquille certitude une chose, ni la Chine ni l'Inde n'ont de visée impérialiste et hégémonique universelle parce qu'ils ne l'ont jamais eu. C'est pas dans leur ADN, c'est pas dans leur culture, c'est pas dans leur civilisation. Donc n'ayez pas peur. Ils ne feront pas la 3e, la 4e et la 5e Jérusalem. 2, ça suffit. Merci Philippe. Et juste encore, si j'ai 30 secondes, Président. Non, je ne les ai pas. Non. Qui c'est gagné? C'est Abibian, ça ne m'étonne pas. Je ne serai pas long, moi, donc allez-y. Non, mais moi, je ne serai pas long non plus, c'est juste ma conclusion. Je vais pas couper la parole de mon patron, il ne faut pas déconner. Et donc, je veux, en termes de conclusion de mon propos, appeler à la réflexion suivante. Quel est notre intérêt à nous, nation française ? Quel est notre intérêt à nous, civilisation européenne? Quel est notre intérêt profond? Ou quels sont nos 2 destins possibles? Le premier destin, c'est celui auquel nous convient les agents électoraux ou les agents de la CIA que sont messieurs Macron et Van der Leyen, parce qu'il paraît que c'est un mec, hein, se comporte comme ça. Bon. Qui, Macron? Monsieur Van der Leyen. Ah non. L'a dit d'ailleurs Van der Leyen, ou le dit, j'en sais rien, qui postule juste après l'Union européenne à la direction de l'OTAN. Tiens, suivez mon regard, y aurait-il une collusion par hasard? Nous avons 2 destins possibles. Nous, Français, nous, civilisation européenne, nous, culture française, nous avons 2 destins possibles. Ou bien rester comme ces gens nous conditionnent à l'être, des esclaves du monde de la mondialisation et de la domination américaine dont les instruments sont bien connus, et c'est l'Union européenne, mais pas seulement. C'est évidemment aussi les cours de justice, les OTAN qui nous mènent droit à la guerre, et cela est plus grave que n'importe quoi d'autre, et toutes autres instances dominées dans lesquelles nous ne sommes que des pions manœuvriers ou de la chair à canon éventuelle, comme les Ukrainiens, les malheureux, le sont aujourd'hui. C'est la vocation qui nous est assignée. Ou bien donc nous sommes les esclaves, mais vous savez, je rappelle quand même quelque chose, quand un seigneur au Moyen-Âge était extrêmement puissant, être le valet du seigneur comportait un certain honneur, on était associé à la puissance, à la munificence du seigneur. Lorsqu'un seigneur est en déclin, ce qui est le cas aujourd'hui de la toute-puissance américaine, être le valet d'un seigneur en déclin, c'est vraiment pas être grand-chose. C'est cela exactement notre vocation dans l'hypothèse numéro 1,
contre laquelle nous sommes, vous êtes des rebelles à temps plein. Et la deuxième possibilité, et c'est une grande espérance, et finalement, quelque part, nous sommes les alliés de tous ceux qui aujourd'hui se battent et se lèvent, quels qu'ils soient et quelles que soient nos immenses différences, j'allais dire tant mieux. Notre autre destin, c'est de nous décrocher du mondialisme, c'est de nous décrocher de l'Amérique, c'est de quitter l'OTAN, l'Union européenne ou l'Union anti-européenne, c'est de reprendre nos libertés fondamentales et, au-delà de cette reprise, en nous libérant comme un prisonnier se libère de sa geôle. Retrouver, ou comme une femme battue retrouve sa dignité, c'est retrouver quelque chose qui est une ambition par l'autonomie, qui est une énergie par l'action, et qui est donc un renouveau possible de notre civilisation européenne et de notre pays. C'est à cela que nous devons être conviés. Bravo! Alors, la parole est à Greg Tabibian. Alors, j'étais pas prévu au départ, n'était pas prévu que j'intervienne dans ce deuxième débat, mais étant donné mon retard de ce matin, c'était quand même la moindre des choses. Donc, je limiterai mon intervention à quelques remarques et à quelques questions. Je pense que je suis pas le seul ici. Je ne sais pas. Alors, probablement que c'est dû à une culture générale largement inférieure à celle de notre hôte et des différents intervenants qui sont passés avant. Mais je ne sais pas trop ce qu'est l'Occident. J'ai une meilleure idée de ce qu'est la France. Et je constate que, en tout cas, je crois constater que notre pays s'est au moins tout autant construit contre cet Occident qu'il ne s'est construit avec ou dans son sens. J'aurais pas l'outrecuidance de dire, comme mon camarade Laurent Henninger, que les ducs de Bourgogne, c'est le début de l'anti-France. Mais des ducs de Bourgogne à Ursula von der Leyen, il y a quand même ce projet d'une sorte de néo-romanité, de Saint-Empire romain germanique, de superstructure contre laquelle, il me semble, nous sommes relativement opposés. Et alors c'est visible à la Révolution française, toute l'Europe condamne nos valeurs, mais c'est déjà visible avant. Et il y a quelque chose, je partage bien sûr avec vous ce rejet du monde anglo-saxon, ce rejet du monde américain, même si ma famille en est partiellement originaire aussi, donc je ne sais pas la culture américaine, mais je voudrais quand même qu'on insiste un peu sur notre responsabilité propre. Tout à l'heure, j'ai été heureux d'entendre que la France conservait, du point de vue du peuple russe, une image un petit peu à part et une sympathie particulière. Et j'aimerais en comprendre sincèrement les origines, parce que je ne la comprends pas vraiment, en fait. Les deux ennemis aujourd'hui de ce nouveau bloc qui émerge, que vous avez défini comme le barbu et le wokiste, nous avons une responsabilité extrêmement particulière dans le développement de ces deux phénomènes dans le monde. On voit souvent, parce que ça nous fait plaisir, je pense, le wokisme comme quelque chose que nous subirions, nous, en tant que Français, comme importé des États-Unis. Mais on l'a créé tout seul. Derrida, c'est nous. Deleuze, c'est nous. Foucault, c'est nous. Alors, ils ont pris le paquet, ils ont travaillé ça pendant 20 ans, ils ont mis les poils sous les bras, les cheveux bleus, les films hollywoodiens, parce que c'est Hollywood et que ça vend un peu mieux que nos conférences pourries en face de la Sorbonne. Mais c'est nous qui l'avons fait tout seul, et c'est nous qui l'avons refourgué au monde, ce truc-là. Et concernant le barbu, nous avons une responsabilité historique dans la façon dont nous avons laissé, et voire même mis en avant, les frères musulmans en France et en Europe, donc. Et aussi, par toute la partie que vous avez évoquée, quand on nous explique que Bachar el-Assad est l'allié de l'État islamique au bout d'un moment et que Al-Nosra fait du bon boulot en Syrie, on a aussi une responsabilité toute particulière dans cette émergence, dans cette explosion de l'islam radical. Et justement, alors peut-être qu'il s'agissait d'une volonté de combler, de faire plaisir un peu à nos égo-patriotes, mais j'aimerais bien savoir d'où vient cette vision que peut avoir par exemple le peuple russe et peut-être d'autres peuples concernant la France, alors qu'elle est, il me semble, pas simplement une victime soumise de ce wokisme et de cet islamisme, mais elle en est probablement l'importatrice numéro 1 ou numéro 2 en Europe, en fait. Et je voudrais vraiment, c'est pas pour dire, voilà, c'est facile aussi d'aller dire c'est la faute des Américains, c'est pas nous. Et si l'Occident s'écroule, je n'y verrais pas forcément une mauvaise chose, en tout cas pour la France, qui a démontré par le passé que sa vocation n'était pas de s'aligner sur la volonté de ce bloc et sur la construction de
superstructure contre laquelle nous avons passé beaucoup de temps à lutter, mais qu'elle peut être au contraire une chance pour permettre à la France de renaître. Ça ne veut pas dire que la chute de l'Occident, ce sera la renaissance de la France, mais ce sera que sans la chute de cette valeur fantôme et de son corollaire technocratique qu'est l'Europe de Bruxelles, il n'y a par contre aucune chance et aucune possibilité que nous retrouvions la place qui, j'espère, nous est encore due parmi les nations souveraines. Et donc j'avais vraiment cette question, comment vous expliquez en fait, parce qu'on est quand même un peu les pompiers pyromanes, quoi. On l'a fait tout seul, le wokisme, on l'a fait tout seul, l'islamisme. Enfin, c'est pas nous qui avons créé le truc, mais c'est nous qui l'avons amené. Et voilà. Greg, merci. Je ne sais pas qui est on. Il faudrait, on peut en parler. Personne n'a voté Macron ici, hein, mais bon, voilà. Je crois que, Gilles, vous avez un élément de réponse, peut-être. Non, à ces questions-là, enfin, si je peux, mais c'est pas, je crois, la question centrale. Je voudrais revenir à un aspect plus fondamental. D'abord, les civilisations sont mortelles. C'est quelque chose qu'il faut savoir et qu'il faut avoir en tête. Et la nôtre, celle dans laquelle nous vivons, celle que nous avons héritée de nos parents, de nos grands-parents et au-delà de nos aïeux, celle qui vient de la Grèce antique, celle qui est passée par Rome et celle qui est passée par la Révolution française, elle est sur la route du cimetière. Alors elle peut changer de route, mais elle est sur la route du cimetière et c'est bien ce que l'on doit voir si on veut essayer de sauver la situation. On n'est pas loin des portes du cimetière. Alors on n'est pas dans la tombe, la porte du cimetière c'est pas la tombe, il y a encore de la route, il y a les allées, il y a les ombrages, mais on est quand même prêt. Alors d'abord, pourquoi y a-t-il des civilisations? Parce que ça, c'est une question quand même. Hein. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien? Les humains, terrorisés par les éléments autour d'eux, l'orage, les fauves, le reste, se sont dit que la mort inévitable de chacun d'entre nous justifiait le fait de s'assembler pour construire quelque chose qui aille plus haut, plus loin que le simple individu. Et les regroupements humains, ils sont basés sur ça, c'est-à-dire créer un destin qui aille plus loin que nos personnalités propres et les limites que humainement, physiquement, nous avons par le climat, mais par les limites de nos forces personnelles, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir l'Antiquité qui est brillante. Brillante, regardez ce qu'elle nous lègue, regardez l'intelligence, regardez l'architecture, regardez la démocratie, regardez tous ces éléments de l'Antiquité, mais c'est formidable. Et puis c'est un effondrement dans le Moyen-Âge. On ne vit pas 600 ans plus tard aussi bien qu'avant la chute de l'Empire romain. On a perdu la capacité de construire les palais que l'on construit. On construit des gros châteaux forts, mastocs, qui ne servent qu'à la guerre et à envoyer de la poix brûlante sur celui d'à côté qui va venir pour essayer de le prendre. Et on va perdre la perspective qui est celle de l'Antiquité, c'est-à-dire par les sciences et les techniques, améliorer la vie des hommes, en améliorant d'abord la vie des dirigeants, il ne faut pas l'oublier. De ce point de vue, Marx nous a appris des choses. La classe dominante, elle domine toute la société, d'abord à son bénéfice, mais elle la gère pour toute la société. Et c'est le cas de toutes les classes dominantes avant celle que nous avons aujourd'hui, qui s'est externalisée de la société. Et nous avons la Renaissance. Et la Renaissance, c'est formidable parce que ça dit on va retrouver à travers les sciences et les techniques, on va retrouver la foi dans l'avenir, on va retrouver la capacité d'aller plus loin que n'est allée cette civilisation formidable de l'Antiquité gréco-latine, et on va retrouver le moyen de donner à l'homme non seulement les capacités matérielles d'aller mieux, mais aussi la capacité d'exister par lui-même en tant qu'individu, alors que le Moyen-Âge, c'est une forme totalement holiste, où les gens ne s'appartiennent pas,
là, on dit, voilà, l'individualisme, c'est aussi un des éléments de la perspective. On redonne à l'individu une place, et c'est la Renaissance. Alors, c'est la naissance de l'individualisme, on est très, très, très loin d'aujourd'hui, mais la Renaissance, elle dit, en permettant à chacun de lire la Bible, on donne à chacun le droit par lui-même d'exister, d'avoir un rapport au monde, puisqu'à l'époque, le monde, c'est la Bible, du moins ici, dans notre civilisation. Et ce mouvement-là, il va avancer autour de l'idée du progrès. La Révolution française, elle se fait autour de l'idée du progrès. Toutes les grandes avancées jusqu'en 1914, elles se font autour de l'idée du progrès. Et toute la civilisation, tout courant confondu, jusqu'en 14, ont comme perspective le progrès. Et le progrès humain, le progrès social, le progrès économique. Alors, bien sûr, si on est plutôt dans un certain sens, on voit le progrès économique avant le progrès social, et d'autres voient le progrès social avant le progrès économique. Mais globalement, tout le monde est dans ce même mouvement. Et 14 arrive, et c'est la fin. C'est la fin de l'idée que le progrès technique et scientifique résout les problèmes de l'humanité, qu'il va permettre d'avoir demain un monde meilleur. C'est Verdun, c'est le chemin des dames, c'est les Dardanelles, c'est tout ce qui va détruire cette idée du progrès. Alors il ne va pas rester grand-chose de cette civilisation construite par la Renaissance, parce que l'idée du progrès s'est effondrée. Mais qu'est-ce qui va relayer cela? La révolution russe, avec l'idée que, partie du plus bas de la société, la cuisinière va diriger l'État, comme dit Lénine, et va permettre de donner un nouvel élan à la civilisation. Et donc cette idée de à chacun selon ses moyens, on passe de à chacun selon ses moyens à chacun à égalité, puis à chacun selon ses besoins, c'est la promesse de la révolution russe, ça va donner à toute une partie de notre civilisation l'idée que on a une réponse, il y a quelque chose. Et en face, eh bien, le système classique capitaliste va dire qu'il va lui-même démontrer que on vit mieux à Londres, à Paris, à Rome que l'on vit à Moscou. Et donc on va avoir une concurrence, la sécurité sociale, l'État-providence, l'éducation pour tous. On va, dans les années 50 et 60, dans nos sociétés, donner à la jeunesse une capacité d'esprit critique qu'on ne lui a jamais donnée dans l'histoire. Pourquoi? Pour qu'elle puisse être bien sûre qu'on vit mieux à Paris qu'à Moscou et qu'il n'y ait pas coagulation entre les mouvements sociaux et salariaux en Europe occidentale et l'ours soviétique. Et pour cela, il faut l'esprit critique qui permet de critiquer l'Union soviétique et de percevoir dans l'Union soviétique tout ce qui ne va pas. Ce que d'Afrique, on ne voit pas parce qu'on n'a pas cet esprit critique. Et donc, on considère qu'il y a la colonisation, c'est mal, l'Union soviétique et l'université Patrice Lumumba, c'est bien. Eh bien, ça, en Europe, on n'a pas ça parce qu'on a cet esprit critique. Et donc, ces deux concurrents qui vont essayer l'un et l'autre de happer l'idée du progrès en disant le progrès est peut-être mort en 14, mais moi, capitalisme, j'ai encore quelque chose à donner, ou moi, communisme, j'ai encore quelque chose à donner, ça s'effondre à Berlin des deux côtés. D'un côté, ça s'effondre parce que le communisme n'avait rien à donner, et soudain, on découvre que l'armoire était vide. On avait eu peur ou on avait aimé, on avait détesté ou on avait aimé, mais c'était vide. Il n'y avait rien. Ça n'était pas une perspective. Du point de vue anthropologique, le communisme était une impasse absolue. Voilà. Alors ça, c'est un côté. Ça s'effondre totalement. Mais de l'autre côté, du côté capitaliste, on n'a absolument plus aucune raison de faire la course et l'échelle de perroquet pour le progrès. Il n'y a pas d'intérêt à continuer cette politique. Et vous avez l'OCDE qui publie comment faire baisser maintenant le niveau scolaire sans que les parents s'en rendent compte. On engage des enseignants moins chers.
On organise des opérations pour séparer les enseignants des uns des autres, les opposer les uns aux autres, et faire qu'ils ne s'occupent plus d'éducation, mais d'affaires concernant leur salaire, qu'on va d'ailleurs baisser, etc. Et puis, on va surtout donner les examens à tout le monde, pour que les parents ne se rendent pas compte que le niveau diminue, et pour en finir avec cet esprit critique que l'on pourra continuer à cultiver dans l'école alsacienne ou à 2-3 endroits. Et là, qu'est-ce qu'il y a? La seule réponse en face de ça, et ce sera mon propos final, parce que ça remet peut-être en perspective ce qui a été dit jusqu'ici, c'est une culture qui s'est épanouie de l'autre côté de l'Atlantique et qui, provenant du protestantisme, In God We Trust, dit une chose importante. Il y a ceux qui ont la grâce et ceux qui ne l'ont pas. Et comment le Seigneur manifeste la grâce? Il manifeste la grâce de manière matérielle. Et quelle que soit la manière dont vous ayez obtenu vos dollars, si vous les avez, c'est la preuve que le Seigneur est avec vous, le Seigneur vous suit. Et donc, on change totalement les bases, et il n'y a plus l'idée du progrès, il y a l'idée de l'argent avant tout, c'est-à-dire la fin de ce qui était la civilisation qui nous a portés et amenés jusqu'ici. Elle s'est effondrée en 14, elle a eu des apparences de survie avec le rapport Est-Ouest et cette concurrence. Aujourd'hui, in God we trust, nous n'avons plus beaucoup d'espoir puisque ce n'est pas in God, mais in dollar we trust. Et cette civilisation, soit elle rompt et dans une nouvelle renaissance, elle retrouve sa perspective, soit elle tombe dans un nouveau Moyen-Âge totalitaire. C'est la route sur laquelle nous sommes et c'est la fin de cette civilisation. Très bien. Merci. Alors je donne la parole à Charles d'Anjou qui voulait répondre à Greg Tabibian. Oui, alors pour répondre à ta question, la première chose, c'est qu'il y a un rapport presque charnel entre la Russie et la France, qui est un rapport historique. La cour de Saint-Pétersbourg parlait français. La langue, d'ailleurs, de l'aristocratie russe, c'était le français. Un lien qui s'est poursuivi ensuite, parce on a été du même côté pendant la Première Guerre mondiale. Quand les Russes parlent de la France, ils parlent de l'escadrille Normandie-Niemen, donc de liens dans une période compliquée. Ils se souviennent de ces quelques dizaines de pilotes français et de techniciens qui étaient partis côté soviétique pour les aider. Et je dirais que ça se prolonge même jusqu'à Jacques Chirac, que Vladimir Poutine admirait. Et même jusqu'à Sarkozy, c'est la queue de la comète. Pour une chose assez simple, c'est son intervention dans le conflit avec la Géorgie, puisqu'il est allé calmer Saakashvili en lui disant « Maintenant tu arrêtes ». Les Russes, tu ne pourras pas arrêter les Russes, et donc il faut être raisonnable, arrête. Donc ça va même jusqu'en 2008. Maintenant, ça c'est jusqu'à il y a 10-15 ans, quoi. Depuis 10-15 ans, les sentiments qui prédominent en dehors de la mémoire, puisque les écoliers russes ont dans leur programme la lecture d'Alexandre Dumas ou de Victor Hugo. Obligatoire, pas sur des ordinateurs, en livre papier. Donc ça se poursuit. Mais quand les Russes parlent de la France aujourd'hui, il y a 3 sentiments qui prédominent. D'abord, c'est la faiblesse. Je l'ai dit sur les questions régaliennes, la faiblesse structurelle de l'État, de la police, etc. Ensuite, c'est un pays sous influence. Évidemment, on le voit dans la politique étrangère. Il n'y a plus la politique étrangère de Chirac. Le discours de Villepin ne serait pas possible aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite puisque j'ai été auditionné par la commission de l'Assemblée nationale sur les influences étrangères. Moi, j'avais pas le choix, j'étais obligé d'y aller. Mais je l'ai fait par Zoom. Mais on est obligé de répondre présent et d'y participer. Mais j'ai pas vu la même commission pour l'influence américaine. Oui. Alors moi, je suis d'accord qu'on le fasse pour l'influence russe, mais qu'on fasse le boulot jusqu'au bout. Pas que les Russes et les Chinois, qu'on aille chercher aussi les Américains et les autres. Ça serait cohérent. Et en même temps, donc, sous influence, il y a aussi un côté qui ressort beaucoup, c'est le côté has-been. Les Russes aujourd'hui, qu'ils aient un niveau de vie modeste ou qu'ils soient multimillionnaires,
ils ont opéré ce que beaucoup de pays arabes, beaucoup de pays africains, beaucoup de pays asiatiques opèrent, c'est le retour à leur identité et à leur spiritualité d'origine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un multimillionnaire russe qui ne va pas à l'église, il porte une croix autour du cou. Parce qu'en Russie, ne pas croire, être athée, c'est totalement has-been. Oui. Totalement has-been. Oui. Donc, les débats qu'on a ici sur l'extrémisme laïcard, etc., ou le wokisme, pour eux, c'est d'un autre temps. En fait, c'est vraiment une espèce de reste du passé qui caractérise les pays, entre guillemets, occidentaux d'Europe de l'Ouest, du Canada et des États-Unis. Et en même temps, avec ces constats, je dirais, assez négatifs, mais finalement assez pragmatiques, assez réalistes, les Russes voient dans les Français ce qu'ils ne voient pas dans d'autres peuples européens, c'est-à-dire la capacité, la possibilité de se révolter. Et pour eux, les gilets jaunes, oui, c'est l'esprit français. Les gilets jaunes, c'est la preuve que... C'est la preuve qu'il reste dans le peuple français cette capacité à se soulever, à dire non, à contester. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont plus proches des Français qu'ils ne le sont des Allemands, des Slovaques, des autres pays d'Europe. C'est parce qu'on a cette énergie quand tout va mal, quand on est quasiment en train de sauter dans le précipice, de dire non, de se lever et de tenter quelque chose. Voilà. Et ça plaît aux Russes et ils nous le reconnaissent et ils nous aiment aussi pour ça. Merci. Alors, je vous propose de passer la